Bon, bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si ça m'a demandé un petit peu de boulot pour essayer de faire un truc qui parle à tout le monde en posant simplement des questions. Et chaque thème, j'aurais pu l'étaler. Donc moi, mon problème de fond, alors ce qui me fait rêver, c'est les bateaux. Les bateaux, on les fait en composite. Donc il y a très longtemps, déjà en 91, je me suis dit qu'on allait dans le mur très fortement et on continue, on accélère. Et donc j'ai voulu développer des matériaux très moins impactants sur l'environnement. Et je me suis dit que la nature, c'était quand même génial. Et donc je vais vous parler d'utilisation de fibres végétales dans le domaine des matériaux composites à matrice organique. Alors, ça marche pas. Moi, je vais faire comme ça, voilà. Ça marche pas non plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, j'ai compris pourquoi. Voilà. Et donc, je voudrais juste vous dire en quelques mots pourquoi on utilise ces fibres. Deuxième question, où est-ce qu'on en trouve? Qu'est-ce qui est disponible? Est-ce que je suis obligé de regarder les fibres ou je vais regarder plutôt la plante? Tout compte fait, d'un point de vue philosophique, est-ce que c'est des cellules qui forment des plantes ou c'est les plantes qui forment des cellules? Donc si je veux comprendre l'intérêt des fibres, il faut peut-être que je m'intéresse d'abord à la structure des plantes. Tout compte fait, ça devient un modèle quand on regarde de près. Et puis, la grande question dans le monde industriel, c'est de dire, mais tout compte fait, si j'utilise une ressource végétale, d'une année sur l'autre, ça va changer. Le climat va changer, donc est-ce que c'est reproductible ou pas? On ne se pose pas la question de manger du pain chaque année en fonction de la récolte, mais on se pose ce genre de questions quand on veut construire des voitures. Je vous montrerai quelques éléments sur les biocomposites. Et puis, alors moi j'aime bien les arts plastiques, voilà, j'aime bien les bateaux, les arts plastiques, les plantes, la nature, les êtres humains aussi. Et je pense que moi j'aime bien de reprendre les problèmes en disant on commence par une philosophie puis on termine en art. Donc c'est un peu particulier, mais j'essaierai de vous l'expliquer. Alors la première question, c'est pourquoi utiliser des matériaux composites renforcés par des fibres végétales. Alors d'abord, ce n'est pas une nouvelle idée. Dans les années 1912, on commence à inventer matériaux bakélite fibre de coton, le Tufnol, qui est toujours utilisé principalement d'ailleurs pour des applications d'isolation électrique. On fait des presses et tubes de navires, des choses comme ça. Et dans les années 36, on est en train de préparer la guerre, on veut faire des avions de chasse de plus en plus performants. À l'époque, les mosquitos sont en bois moulé. Et donc, on se pose la question d'augmenter les propriétés de cette bakélite coton. Et Gordon propose à De Bruyne d'utiliser des fibres de lin. Donc, on développe des systèmes de pré-imprégnés et on fabrique des éléments de Spitfire. Et à l'époque, ce sont les matériaux les plus performants dont on dispose. C'est nettement mieux que les alliages aluminium, sauf en compression. Le matériau concurrent, c'est le spruce, donc le bois, cette variété de bois. L'acier, évidemment, c'est nul, mais ça fait longtemps que je le sais. Mais, donc, ce n'est pas une nouvelle idée. Alors, ça s'arrête en 1941. Pourquoi les travaux à Cambridge s'arrêtent de recherche? C'est assez simple. C'est un problème de financement. Et que fait De Bruyne après? C'est le père des cols Redux, l'école époxy utilisée dans l'aéronautique. Il fait un changement de direction. Mais c'est juste un problème de personnes et puis de moyens pendant une guerre. Alors où est-ce qu'on trouve ces matériaux aujourd'hui? On les retrouve dans les sports et loisirs, on les retrouve dans l'automobile, il y a à peu près 6 kg de fibres végétales par voiture produite en France ou en Europe aujourd'hui. Dans l'emballage, ça progresse doucement, on a fait des intérieurs d'avions, des tas de structures complexes, donc des raquettes de tennis, les skis, chez Rossignol ou Salomon, vous avez des skis avec du lin. Alors j'ai pris ce graphique sur une publication récente. On a fait des bateaux là parce que c'est marrant, mais globalement, il y a très peu de fibres végétales utilisées dans ce domaine-là, il ne faut pas rêver. Sur l'intérêt, souvent on nous dit c'est génial, ça coûte pas cher. Alors là, c'est le monde à l'envers, parce que tout compte fait, on est dans une société issue du pétrole, et donc on n'a jamais produit le moindre kilo de pétrole, on n'a fait que de l'extraire. Donc on pense qu'on peut exploiter l'agriculteur jusqu'au bout, l'essorer, et qu'il bossera pour rien du tout. Donc ça coûte forcément des fibres de qualité, un prix important. La législation nous pousse à vous trouver des solutions de fin de vie et réduire les impacts. La séquestration du carbone, on pourra revenir sur cette question-là, mais j'aurai par la suite. Et puis, d'un point de vue intérêt pur et dur, on est dans un système beaucoup plus soutenable où on peut réduire les impacts sur l'environnement, on peut utiliser des ressources renouvelables par agriculture, sous réserve qu'on ne flingue pas les terres agricoles comme on continue à le faire aujourd'hui. On est capable d'avoir des matériaux à moindre impact sur l'environnement et de mettre en place des systèmes de biodégradation, de biocompostage, comme les ordures ménagères sur le pays de l'Orient.
Et puis il y a toute cette histoire philosophique, se dire, mais si je m'intéresse aux films, moi j'espère que les gens vont s'intéresser aux plantes, à la nature, et qu'ils vont changer leur regard sur, non pas l'environnement, parce qu'on s'en fout, mais de la nature. On fait partie du même monde que les vers de terre. Et il y a, j'espère, une prise de conscience qui se fera plus fortement. Alors on veut travailler sur des paradoxes avec ces matériaux. On est capable de prendre des grains d'amidon, d'en faire de l'acide polylactique, des fibres de lin, on fait une coque de bateau, elle est durable, elle est recyclable, et en fin de vie, elle est biodégradable. En plus, on réduit les impacts sur l'environnement. Alors c'est pas neutre, hein. Si vous voyez le pli graphique qui est en bas, vous voyez qu'il y a en vert, c'est les PLA lin. Vous voyez qu'en termes de fabrication, on a un effet marée verte possible. Donc je n'ai pas dit que c'était sans impact sur l'environnement, mais on peut les réduire. Alors, ce qui est amusant, c'est tout compte fait de... Moi, je suis mécanicien à la base, et puis je travaille avec des gens qui font de la génétique, la sélection variétale, les biologistes, des collègues de l'INRA, et ainsi de suite. Donc, on va se poser des questions autour de l'influence de la variété, de la condition de croissance, de l'architecture de la plante, du développement de ces cellules, de l'extraction, de la valorisation dans le domaine des composites. Et puis, tout compte fait, cette plante, c'est un super modèle composite, et donc, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser. Alors, la deuxième question, c'est quelles sont les ressources dont on dispose? Tout compte fait, les fibres végétales, c'est des matériaux de rencontre. C'est-à-dire l'homme a eu besoin de fibres pour des vêtements, pour des choses comme ça. Alors, il y a à peu près 4000 plantes à fibres recensées au monde. Et sur notre territoire, il y a le lin et le chanvre et les orties. Les deux premières sont cultivées. Les orties, on a arrêté à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc je ne détaille pas tout ça. La logique, par contre, c'est de se dire que si je vais chercher des cellules végétales, il faut que j'aille chercher des cellules végétales qui ont des propriétés, des fonctions de structure dans la nature. Je veux faire des matériaux composites haute performance, donc je vais aller chercher des fibres, comme des fibres de lin, qui sont situées à l'extérieur de la tige et qui lui permettent de tenir debout. Si je vais chercher des fibres de coton, c'est des poils séminaux, des poils collés sur les graines, ça favorise la dissémination des graines avec le vent. Donc c'est un problème de reproduction. Ça n'a aucun intérêt. Je peux aussi aller en chercher dans le cas des feuilles, les agaves, sauf que vous imaginez bien que la section d'une feuille est très importante par rapport à la section d'une tige, 2 à 3 mm de diamètre, donc vous aurez des propriétés nettement moindres. On peut aller aussi en chercher dans le mésocarpe de la noix de coco, c'est le coir, très très utilisé. Bon, vous imaginez que les performances sont nettement moindres. La fonction dans la nature n'est pas une fonction vraiment structurelle, c'est plus un flotteur qui permet d'absorber de l'énergie. Alors, il y a plein de critères, et je me suis juste amusé à prendre un tableau, et on va regarder deux lignes. Vous prenez des fibres de lin, vous pouvez vous dire, c'est quoi la longueur de ces cellules? 13 à 60 mm. C'est des très très grandes cellules. Un chêne, c'est 1 mm, un séquoia géant, c'est 3 mm. Tiens, c'est un modèle intéressant. Teneur en cellulose, qui renforce ce monde vert, 75% de cellulose, et cristallisé à environ 70%. Vous avez très très peu de lignine, c'est des fibres lignocellulosiques dans lesquelles il y a très peu de lignine, et en plus on va arracher la plante avant la fin de sa maturité, avant qu'elle crève, et donc avant la lignification des lamelles mitoyennes. Donc on va avoir très très peu de lignine. Si je prends une fibre de quartz, vous avez une longueur de 0,3 à 1 mm, donc c'est des fibres toutes petites, et vous avez des teneurs en cellulose de 33% et de 33% aussi de lignine. Vous avez aussi une orientation des fibrilles de cellulose, un angle microfibrillaire qui est très faible dans le cas du lin, du chanvre et des orties, et très important dans le cas par exemple du bois, c'est 24 degrés, de l'autre côté c'est 10 degrés. Donc les critères de sélection, c'est est-ce que c'est disponible ou pas, est-ce que je peux en acheter, combien ça coûte, quel est le rapport d'aspect de ces fibres, quelle est leur composition biochimique, ça change. Alors souvent on nous parle de pectine, d'hémicellulose, choses comme ça, mais c'est un grand paquet, c'est pas suffisant pour bien comprendre comment les propriétés sont obtenues. Et puis la question des propriétés moyennes, mais je vais venir après. Alors, tout compte fait, c'est une culture intéressante. Aujourd'hui, il y a environ 5000 hectares de cultivés en France, de lin. Donc ça part de Caen et ça remonte à la frontière belge. Et puis, vous voyez que les Belges en produisent un petit peu. 80% de la production mondiale, c'est française. Et si on prend l'Europe, c'est plus que 85% de la production mondiale. C'est des fibres qui ont de la valeur, ça part dans le textile, principalement 80%. Et comme on a tué les filières textiles, malheureusement, en Europe pour des problèmes de compétitivité, ça part en Chine et en Inde, et ça revient sous forme de vêtements. Bon. Mais on recommence à développer des filières de filature en Europe. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de faire du fil en Pologne qu'en Chine.
Alors, si ça existe, c'est parce qu'il y a toute la filière, la sélection, le machinisme agricole, les agriculteurs qui sont en contrat avec des tailleurs qui extraient les fibres et qui les mettent sur le marché. Donc, c'est toute cette filière qui est intéressante, très difficile de construire des filières aujourd'hui. Donc ça progresse parce que les cours sont bons, ce qui n'est pas une bonne idée. Alors depuis quand l'homme utilise ces parois végétales? Ce qui est de plus vieux, ce que j'ai trouvé dans la littérature, c'est 36 000 ans. On fouille dans une grotte en Géorgie, on trouve des fragments de fibres. En plus, ces fragments contiennent des petits minéraux qui nous permettent de changer les couleurs. Ils imaginent que c'est des vêtements ou des choses de grande valeur voilà, qui se retrouvent... Alors, on est capable de les identifier assez facilement. Hein, c'est des formes polygonales et en plus, il y a des king bands, c'est-à-dire des bandes d'interférence lumineuse qu'on voit très bien en lumière polarisée. Alors, cette publidie cédulin, en réalité, ces bandes d'interférence lumineuse, on les retrouve aussi sur les orties et sur le chanvre. Donc, c'est l'une des 3 plantes à fibres. Alors, l'utilisation, c'est l'utilisation de fibres qu'on a prélevées dans des linums, dans lesquels je ne sais pas. Il y a 298 linums à ma connaissance recensés, et il y en a un seul utilisé par l'homme, qui est le linum usitatissimum, c'est-à-dire le lin utile. Donc c'est peut-être autre chose, c'est peut-être du chanvre, mais voilà, les traces. C'est une très grande histoire, très vieille histoire. Nous avons eu un choix de développer les filières de sélection variétale en France, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Le lin, c'est la richesse de la Bretagne entre le XVIe et le XVIIIe. Les graines venaient des pays baltes, importées par Roscoff. À partir de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, on produit nos propres sélections. Donc la sélection, c'est assez simple, ce sont des plantes autogames. Donc une plante s'autopollinise. Hein, et donc on va faire un petit croisement à la main, on va repérer ça avec un petit brin de laine, et puis on crée une nouvelle variété. Et vous avez 40 000 variétés en test. J'ai mis 20 ans à avoir le droit de voir ça. Et donc, on va travailler avec ces sélectionneurs. Alors, on va créer une première lignée, une deuxième. Alors, on sort 8 graines d'une plante, hein, donc c'est quand même beaucoup de boulot. On essaie de gagner du temps en allant en Nouvelle-Zélande pour une interculture, et grossièrement, il faut 8 à 10 ans pour sortir une nouvelle variété. Et il y en a environ 4 à 5 nouvelles variétés inscrites chaque année au tableau des semences. Alors, il y a beaucoup d'intelligence de ce côté-là au départ. Alors, si on regarde un petit peu la structure de cette tige, eh bien, tout compte fait, il faut comprendre un truc de base. Alors, vous avez tous joué avec un mètre ruban. Et donc, je vais m'amuser. Je vais m'amuser à le monter jusqu'au moment où ça va bien, et ça commence à devenir instable, et puis à un moment, ça se casse la gueule. Donc, c'est simplement un problème d'instabilité mécanique du sang solaire, c'est-à-dire que le poids propre de la structure fait qu'à un moment, la structure devient instable. Et donc, on a étudié ça de très près pour comprendre pourquoi les arbres montaient à une certaine hauteur et pourquoi il y avait toujours un rapport entre le diamètre et la hauteur des troncs d'arbres. Donc, il y a des modèles mathématiques. Et du coup, ça a été très étudié. Et on peut tracer la hauteur des arbres en fonction... Alors, on met ça en log, hein, le log de la hauteur des arbres entre le log du diamètre du tronc. Et donc, on a un modèle bien connu. Et puis, on a fait la même chose au niveau des herbacées. Nicolas a fait un gros travail. Et nous, quand on se dit, mais c'est quoi notre tige de lin, on s'aperçoit que c'est un modèle qui est nettement plus performant. Alors, attention, on s'est exprimé en log. Hein. Donc, c'est tout compte fait le rapport d'aspect hauteur sur diamètre d'une tige de lin, c'est 350. Le rapport d'aspect d'un séquoia géant, c'est 25. Tiens, c'est quand même un modèle de structure extraordinaire et ça tient à 120 km/h de vent. Alors évidemment, on peut avoir des problèmes d'instabilité. Ce que j'ai décrit avec mon mètre ruban, on le voit ici, c'est l'averse, un phénomène bien connu. C'est 15% des céréales mondiales qui tombent par terre et qui ne sont pas récoltées. Donc c'est très étudié. Et dans le cas du lin, on peut éventuellement avoir de l'averse, c'est-à-dire on va créer une instabilité parce qu'il y a de l'appui, des masses additionnelles, des gouttes d'eau sur les feuilles, et une situation mécanique de type vent, et la plante peut tomber. Mais par contre, elle va se redresser. Ça, c'est un mécanisme très intéressant sur lequel je vais revenir. Alors, tout compte fait, c'est une structure composite. Si je l'analyse, je peux dire que j'ai des fibres qui sont tout autour. Là, j'ai mes réseaux fibreux. J'ai une cuticule, un parenchyme cortical, un phloème, un cambium et un xylème, donc la conduite de la sève brute, la sève élaborée. Et donc, on a bien des fibres ici qui ont un rôle uniquement de soutien. J'ai aussi des fibres ici qui, avec des lumens assez importants, puisqu'ils ont une fonction de conduction, qui vont jouer un rôle dans la structure. Alors, comment ça se passe? Et pourquoi ce modèle est très intéressant? Pourquoi les fibres ont telle longueur? Eh bien, vous avez votre plante qui pousse, donc au début, il ne se passe pas grand-chose, elle va se développer très rapidement. On a la période de floraison, puis développement des graines, puis senescence. Alors, je suis désolé de raccourcir tout ça et de tasser, hein, mais
Et puis, c'est une forme de regard. Si je regarde ce qui se passe ici, lors de la phase de croissance, vous voyez que là, j'ai une tige qui est rigide et elle est souple par-dessus. J'ai donc le développement d'une cellule dans la partie supérieure, une phase d'élongation, la cellule s'allonge considérablement, plusieurs milliers de fois, et en dessous, elle se remplit de l'extérieur vers l'intérieur, et à ce moment-là, elle se rigidifie, ce qui explique la rigidification de la tige. Et donc le modèle très intéressant sur ces fibres, et pourquoi c'est étudié, parce que c'est un modèle de développement intrusif, c'est-à-dire que les fibres s'allongent et vont se développer entre les autres fibres. Peut-être que ce modèle est le plus intéressant, et on voit la progression des cellules à travers ce faisceau. Et donc, vous arrivez à, comme ça, avoir des cellules de très grande longueur. La variation de longueur d'une plante, ça peut être 2 à 4 cm par jour. Donc, c'est des phénomènes très, très rapides. Et ça va se remplir doucement. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On s'est amusé en microscopie à force atomique à faire des coupes à différents niveaux de développement de la plante. On voit très bien une cellule ici qui est en cours de remplissage, donc j'ai un lumen très, très important. On voit une couche qu'on va appeler G, ce qui correspond à la S2. Qu'on fait. Alors pourquoi G? Gel est en relation avec les couches G du bois de tension. Vous avez une deuxième couche qui a une moindre rigidité. Vous voyez une différence de couleur. Et là, on se dit, il se passe un truc. Sachant qu'à la fin de la croissance, j'ai une cellule qui s'est complètement remplie. J'ai un lumen qui représente environ 4%. Et vous avez plus ce gradient de propriété mécanique, vous avez quelque chose d'uniforme. Donc il y a une évolution au cours du temps. Alors le modèle proposé, c'est que j'ai une paroi primaire dans laquelle va se développer une couche S5 et tout compte fait une couche de transition. Une couche GN, c'est-à-dire une première couche qui se dépose et qui va se contracter. Et donc qui va se transformer en couche G. Donc le modèle que je viens de vous montrer, c'est celui-là. Puis au cours du temps, ça évolue et on n'aura plus que cette couche dite G, donc avec une forte densité, une forte propriété mécanique. Donc les mécanismes, on les comprend, on les voit. On sait que c'est vrai. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici au niveau des retraits? Les Russes pensent que c'est un problème de réorganisation et de contraction à la suite d'attaques avec des enzymes. Mes collègues du bois ne sont pas d'accord. Ils se sont engueulés à Montréal cet été. Bon, c'est pas grave, on a encore besoin de progresser. Par contre, on voit que ces cellules se développent et se contractent au cours du temps. Les Russes étaient très contents quand on leur montrait ça parce qu'ils ont dit, tiens, vous êtes en train de nous démontrer nos hypothèses. Alors, tout compte fait, notre structure végétale de ma fibre de lin, c'est une paroi primaire qui s'est fortement allongée, donc j'ai 30% de cellulose à 0 degré. J'ai après une couche de transition avec des variations angulaires très très longues. On retrouve ces modèles hiérarchiques dans les coques de crabe, dans plein d'éléments très intéressants. Hein. Vous avez après une structure, une couche G qu'on va appeler S2, et éventuellement une couche S3. Alors c'est dans les bouquins, mais on ne sait plus trop si ça existe ou pas. Et cette couche S2, qui représente plus de 85% de la section de la fibre, c'est un assemblage de microfibrilles de cellulose avec des polymères non cellulosiques qui assurent le transfert de charge. Vous avez un modèle, mais ce n'est pas le seul, hein, vous avez vos fibrilles distantes de 2 à 4 nanomètres, des hémicelluloses qui jouent le rôle d'interphase et une matrice, dans ce cas-là, qui est constituée de pectine. Alors, si on s'intéresse à l'histoire de la plante, donc on met des graines dans la terre, la plante pousse, on réussit une culture. À ce moment-là, on va l'arracher. On ne la coupe pas, on l'arrache pour récupérer toute la hauteur de la plante. Et puis, les fibres ne descendent pas dans le système racinaire. Donc, ça va se couper à l'endroit où il y a une moindre résistance. Et on est dans la logique d'une rotation de culture. Vous savez, c'est la base de l'agriculture. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais la logique, c'est de ne pas revenir chaque année sur la même parcelle avec la même plante. Dans le cas du lin, on revient tous les 7 ans. Et il y a un siècle, on revenait tous les 35 ans sur la même parcelle. Après, ces faisceaux, ils sont très cohésifs. Et donc, on a besoin de retirer ces fibres. Donc, la technique qui est utilisée, c'est un rouissage qui se faisait autrefois dans l'eau. C'est-à-dire des bactéries faisaient le boulot. Aujourd'hui, c'est interdit, donc on fait un rouissage au sol. C'est-à-dire que des micro-organismes vont se développer, des bactéries, principalement des champignons, vont développer des enzymes qui vont attaquer, donc des pectinases, vont attaquer les ciments, qui lient les fibres entre elles. Et une fois ces ciments sont endommagés, par un traitement mécanique, on va récupérer ces fibres. Alors, c'est du battage, du peignage, et on récupère comme ça des rubans de fibres. Et si je veux faire une chemise, je fasse un fil. Donc, vous voyez un fil ici au microscope électronique. Vous voyez que les fibres sont individualisées, puis un ongle de torsion pour assurer le transfert de charge par frottement. Si on regarde la technique de tissage,
Si on compare le coton et le lin, il y a 170 ans de différence, puisque vous avez vu, ces fibres de coton sont collées sur les graines, donc on peut facilement les travailler. Dans le cas du lin, il y a tout ce travail très important, et donc on a mis 170 ans à avoir des broches efficaces pour faire des fils de grande qualité. Il y a fait 170 ans de plus. Alors, une des conséquences de cette organisation sous forme d'une spirale des microfibrilles de cellulose, c'est des comportements mécaniques particulièrement complexes. Quand je tire dessus, je vais avoir un comportement non linéaire qui dit, tout compte fait, j'ai un mécanisme de mise en tension, mais aussi de possibilité de réorientation et de glissement des fibrilles les unes par rapport aux autres. Donc des mécanismes de réorganisation. Mais on est capable de tester ces fibres, donc ça fait 15 microns, c'est pas facile à manipuler, mais on est capable. Il y a même une norme maintenant qui a été mise en place, qui est basée sur nos travaux. On en est très content. Je ne suis pas sûr qu'on ferait exactement pareil maintenant, mais ça marche plutôt bien. Alors, on a testé des tas de lots. Là, je prends une publication de 2014, mais on a fait beaucoup plus d'essais depuis. On a testé des tas de variétés, des conditions de croissance différentes. Et donc, on peut tracer la rigidité en fonction de la résistance. Et globalement, le module moyen, c'est 52 gigapascales, sachant que les fils de verre, qui est le principal renfort utilisé dans les composites, c'est 70. Donc c'est un peu en dessous, mais le verre, c'est 2,54 de densité. Le lin, c'est environ 1,52. Donc c'est très intéressant. Et puis en termes de résistance, c'est 1000 mégapascales. Bon, le verre industriel, c'est 1700, donc voilà, c'est tout à fait compétitif. On a des diamètres de fibres en moyenne de l'ordre de 15 microns dans la nature. C'est le diamètre des fibres industrielles qu'on utilise. Donc on peut substituer les fibres de verre par des fibres de lin en faisant un gain de masse. C'est tout à fait dans le domaine du possible. Si je m'intéresse j'ai besoin de rigidité, de résistance, j'ai besoin d'absorber de l'énergie mécanique. La plante se courbe, ou quand je cours dans l'escalier, il faut que mon corps accepte des déformations. Mon bateau de course, c'est exactement pareil. Donc ce qui m'intéresse, c'est la capacité de déformation de la structure. Et vous voyez que c'est de l'ordre de 2% en moyenne sur ces fibres, sauf qu'il y a quelques lots ici qui sont différents. Alors ça, c'est une grosse interrogation. Il y a peut-être des erreurs. Bon, il y a un stagiaire là-dedans. Ouais, il était mauvais, celui-là. Un autre lot, c'est moi. Donc, je doute pas de... J'ai tellement galéré à faire ça que je ne me suis pas trop gouré, je pense. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quoi cette plante? Et bien, tout compte fait, c'est une variété qu'on cultivait il y a 30 ans. Et donc, je ne peux plus accéder à cette variété, elle a disparu. Donc, on a retrouvé des graines, on en a remis en culture. Les thrips, qui sont des insectes, se sont occupés de nos cultures, donc on a perdu un peu de temps. On a retrouvé des lots anciens, et effectivement, on retrouve une variété de fibres qui a des capacités de stockage d'énergie de déformation plus importantes. L'enquête n'est pas terminée, on espère les recroiser pour inventer de nouvelles variétés pour demain. Alors, c'est tout compte fait un modèle intéressant. D'un point de vue, vous avez des grandes leçons issues de la nature, j'ai trouvé ce bouquin où il y en a 16 de décrits. Moi, j'en reprends quelques-unes. Le fait que ça se développe dans l'eau, c'est quand même extraordinaire. Ça vient des sucres. Alors, un phénomène qui est intéressant, là, vous avez un faisceau en cours de développement, vous voyez qu'il y a une cellule qui n'existe pas, tout compte fait, qui ne se remplit pas. Et donc, j'ai un faisceau avec une grosse porosité. Si je me mets dans le cas d'un bateau de course, fabriqué par Multiplace à côté, j'ai une porosité dans ma structure composite, c'est vraiment grave, c'est une amorce de rupture. C'est-à-dire, normalement, je développe de l'énergie pour initier un défaut, pour le créer, puis après je le propage. Et bien là, il est déjà créé, j'ai plus qu'à le propager, c'est la catastrophe. Dans la nature, ça marche beaucoup mieux. On n'a pas de défaut, on a des imperfections, et on sait gérer tout ça. La nature sait gérer tout ça. C'est très intéressant pour concevoir des structures pour demain. De même que la logique d'optimiser plutôt de maximiser nous intéresse pour beaucoup. Moi, je veux faire des bateaux qui volent, des trucs comme ça, sans impact sur l'environnement. Voilà. Et puis, la question aussi des cycles, le fait qu'il n'y ait pas de déchets à la sortie, ça nous fait rêver. Alors, il y a aussi des grosses différences. Si je regarde la tour Eiffel ou le support de votre table en acier avec des matériaux rigides, très denses, c'est pas du tout le modèle qu'on trouve dans les plantes. Ça, c'est une herbe qu'on a coupée. Vous voyez qu'il y a des parois qui sont denses à l'extérieur, et puis c'est plein d'air à l'intérieur. Et pourtant, ça a des grandes propriétés mécaniques. Quand je suis un plombier, je veux tordre un tuyau, j'ai bien compris que si je mettais du sable à l'intérieur, ça allait modifier son comportement. Si je plie mon tube en matière plastique, là, il flambe assez rapidement. Si je mets de la mousse à l'intérieur, il va pouvoir se déformer. Donc, il serait trop simple de considérer qu'il n'y a que l'extérieur qui résiste. Toute cette partie alvéolaire
qui a de très faibles propriétés mécaniques, bah, tout compte fait, ce sont des structures sandwich dont on va s'inspirer. On a commencé à développer des modèles de réservoirs de fusée à partir de ce système-là, et on peut se poser la question de la contribution de ce xylème sur la tenue mécanique des fluides. Alors, on a travaillé récemment, l'article est en cours de soumission, est soumis, on a un reviewer qui a bien compris et l'autre qui n'a pas compris, mais c'est notre boulot. On pille des tiges, on crée des dommages, et on se pose la question de la capacité de prendre des efforts de compression de ce faisceau. Et donc, par tomographie, donc on plie la tige, et par nanotomographie, on peut se rebalader dans la tige, puis on fait des coupes, enfin, on fait des trucs assez amusants. Et on voit ici un mécanisme de microflambage, de buckling, c'est-à-dire de microflambage de fibres, mécanisme classique de développement de dommages dans un composite en compression. Et on voit très bien ce mécanisme avec une propagation de fissures par délaminage entre les deux interfaces. Et on découvre que cette partie-là, qui est très creuse, qui est de conduction, a un rôle important sur la tenue. Alors, tout compte fait, on peut imaginer de décrire notre structure en disant c'est un composite avec une couche de protection, un super unidirectionnel et une âme. Dans cette unidirectionnelle, si je regarde bien, j'ai plus de 95% de fibres. Les meilleurs matériaux composites qu'on fait pour faire des avions, c'est 65%. Et si on a une aile et que ça doit tenir des chocs, un grêlon ou un oiseau qui tape dans l'aile, on descend à 55 pour avoir de la tenue mécanique en compression après impact. La nature sait faire ça très bien, plus de 95% de fibres. Alors on peut se dire, on n'a qu'à copier, on va faire des fibres polygonales, sauf que n'oubliez pas la théorie de la résistance des matériaux. La résistance dépend de la quantité de défauts, et quand on crée des angles, on se crée des défauts, donc on ne sait pas faire. Donc la nature sait faire des trucs extraordinaires. En plus, les faisceaux, compte tenu du développement intrusif, les extrémités de fibres ne sont pas tous aux mêmes endroits, et la propagation se faisant de façon décalée, les sections de fibres deviennent très faibles en extrémité, il n'y a pas de concentration de déformation. Un modèle mécanique remarquable. Si je regarde bien, alors j'ai pris cet exemple-là parce que de l'autre côté de l'eau, il y a Multiplace qui construit les plus beaux bateaux de course au monde. Ils ont construit celui-là qui est constitué de films de carbone de très faible épaisseur, 13 grammes. Votre feuille de papier, elle fait 80 grammes. Donc 13 grammes de carbone, c'est plutôt une feuille de papier à cigarette. Et donc on empile les couches, c'est environ 8 épaisseurs de fibres de carbone de 5 microns de diamètre. Voilà. Et vous voyez la structure de l'empilement. Alors ça fait des bateaux, c'est des catamarans, 7 mètres de long, 400 000 euros les coques. Bon, c'est pas pour tout le monde. Mais champion du monde. Et si vous regardez l'organisation et la démarche intellectuelle, c'est de dire moyen de matière, moyen de défaut. Et donc je vais faire des plis ultra minces pour des structures. C'est ce qui a été utilisé pour l'avion solaire qui a fait le tour de la planète. C'est des matériaux à 4 000, 5 000 euros du kilo une fois transformés, donc c'est pas pour tout le monde. Et donc, si on regarde l'épaisseur de ce pli, on s'aperçoit qu'on est très très proche de l'épaisseur des faisceaux. Tout compte fait, on est en train de réinventer des modèles qui existent dans la nature. C'est amusant. Alors, toutes les plantes ne sont pas aussi sympas. Hein. Si je prends du jute, d'abord, ça ne pousse pas chez nous, donc on ne va pas passer beaucoup de temps. Mais en plus, on voit que l'organisation est un petit peu différente. Vous voyez ces faisceaux de fibres, et c'est plutôt plus comme si on superposait des réseaux. Donc, on a un réseau primaire, secondaire, tertiaire, et ainsi de suite. Bon, c'est des modèles qu'on retrouve aussi dans le cas du chanvre. Donc, c'est intéressant d'aller voir l'anatomie de ces plantes. Alors après, la grande question, c'est, pour quelqu'un qui construit des pièces de voiture, c'est je m'engage pour 7 ans. Est-ce que c'est reproductible ou pas? Et la question, c'est un problème de graines, c'est de patrimoine génétique, c'est un problème de conditions de croissance, c'est cette étape-là où je prends le risque d'un début de biodégradation, ou c'est le process qui va influencer les propriétés des parois. Alors j'ai listé un certain nombre de paramètres qui interviennent, qui sont bien identifiés, et en rouge, il y a ceux qu'on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas connaître exactement la quantité de pluie, et les mauvaises langues disent qu'il pleut très souvent en Normandie. Ce n'est pas vrai. Donc on peut avoir des périodes de stress hydrique aussi. Donc je suis d'accord que je peux contrôler la variété, le patrimoine génétique, la densité de graines et le taux de germination, qui est imposé de 92%. Et aujourd'hui, on a 96% des graines qui poussent, donc qui se transforment en plantes. Vous pouvez contrôler votre sol, vous pouvez contrôler la longueur du jour, puisque ce sont des plantes qui sont photosensibles. On suit leur évolution par la somme des températures que la plante a reçues. On est capable de travailler sur la méthode et la manière dont la profondeur des graines. On peut aussi contrôler l'organisation des plantes, la fertilisation, la date d'arrachage. Mais on a le stockage.
Même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, il y a des vieilles pratiques qu'on a un petit peu oubliées, il va falloir qu'on revienne un peu en arrière. Donc il y a plein de paramètres qui jouent, mais il y en a certains quand même qui peuvent contrôler. Alors quand on a une dispersion, on peut se poser la question de l'origine des dispersions. On peut se dire que la plante, on va la mettre en terre, je sais pas, elle est en mars, avril, elle pousse et puis elle termine en juin, juillet. Donc la longueur du jour, la température, ça a complètement changé. Donc les fibres qui sont au pied de la plante ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans la partie dans la tête. Et on voit que les propriétés mécaniques changent. Les propriétés mécaniques sont meilleures dans la partie centrale de la tige. La rigidité et la résistance sont supérieures. Alors, en tête, c'est plutôt pas mal, c'est des fibres qui sont beaucoup plus fines. Et en bas, les cellules se sont développées avec des conditions de croissance un peu plus sévères, et souvent le lumen est plus important. Donc, d'accord, on a une évolution des propriétés paroisses sur la hauteur. Alors, par contre, on n'a pas la même quantité de fibres en bas et en haut, et c'est la partie centrale où il y en a le plus. Donc, on n'est pas obligé de sélectionner. On s'est dit, mais si 4 années de suite, on faisait des plantations. Alors, on a pris le plateau du Neubourg, une zone intéressante au niveau culture, des terres de grande qualité. On a pris des parcelles très très proches et on a cultivé 4 années de suite une variété qui est Marilyn. Après, sur ces 4 années, on a 2 années normales, une année avec beaucoup de pluie et une année avec beaucoup de soleil. Et on s'est posé la question des conséquences sur les propriétés des fibres. Et si vous regardez bien, bon, en termes de rigidité, si je prends l'écart type de ce qu'on mesure, on est dans les clous, donc c'est plutôt très reproductible, sous réserve de contrôler la maturité, la densité de plantes au mètre carré, enfin des tas de petites choses comme ça. Mais on est capable d'avoir des propriétés reproductibles. On cherche des lots catastrophiques, on en a trouvé un. Bon, c'est simplement un problème de comportement d'agriculteurs irresponsables, malheureusement, qui a contrarié la croissance. On s'est posé une question aussi idiote, c'est et si je change le nombre de plantes par mètre carré, qu'est-ce qui se passe? Grossièrement, que je mette 1000 plantes par mètre carré ou 2500, je produis à peu près la même quantité de biomasse à l'hectare. Par contre, la hauteur des plantes change. Vous avez l'évolution des hauteurs de faisceaux, donc c'est ce que j'ai récupéré dans la plante, les fibres. Vous voyez que pour 1200 plantes par mètre carré, ça fait 1 mètre. À 2500, ça fait plus de 80 cm. Et donc, la section change. Voilà, vous avez 1000 plantes par mètre carré. Là, vous en avez 2200. Donc, le diamètre est totalement différent. Et donc, c'est logique que la plante diminue au niveau hauteur quand j'ai plus de plantes. Alors, je pourrais me dire, bah, c'est beaucoup mieux pour tenir au vent, parce que plus les petites, moins il y a d'élan. En termes de couplage structure, j'aurai moins de perturbations. C'est plutôt sympa. Et alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On s'est aperçu que les propriétés mécaniques changeaient assez peu en fonction du nombre de plantes par mètre carré, jusqu'à 1800 plantes par mètre carré. Et par contre, si on dépassait 2200, ben on avait une perte à la fois de rigidité, de résistance et d'allongement à la rupture. Et ben, c'est simplement qu'il faut leur donner à bouffer. Donc il y a un optimum. Et donc l'optimum, on va l'avoir en contrôlant le nombre de graines par mètre carré. Aujourd'hui, on sème entre 1600 et 1800 plantes par mètre carré. Et on a des semoirs très précis. On a une difficulté, c'est l'évolution de l'agriculture qui veut utiliser des semoirs classiques. C'est pour le blé, ce qui n'est pas du tout logique. Pour le lin, il faut rapprocher un peu les lignes. Et on s'est aperçu que si on augmentait, si on dépassait 2000 plantes par mètre carré, ben, elles avaient un problème d'instabilité mécanique, le problème de verse que j'ai décrit. Alors, une question aussi, c'est l'évolution dans tout ça. Quelle est la part de l'évolution? Quelle est la conséquence de la sélection variétale? Donc, on a retrouvé d'anciennes graines, celles qui ont été mises sur le marché en 1944, en 1978, 2009, 2014. Alors ça, ce sont des bonnes variétés, et Bolchoï va être la principale variété cultivée en France dans les années qui arrivent. Donc globalement, on voit que l'architecture de la tige ne change pas. On voit par contre que les faisceaux qui étaient très séparés deviennent beaucoup plus importants et très cohésifs par le développement intrusif de ces cellules. Et on voit l'augmentation de la fraction de fibres. Alors évidemment, ça c'est exprimé en masse. En section plutôt, si on s'intéresse à la masse, je vous disais tout à l'heure, 32 kg gagnés par année, par hectare, depuis 25 ans. Donc on arrive à avoir une meilleure tenue à l'averse de ces structures et une plus grande production de plantes. Et néanmoins, on n'a pas plus de production de biomasse. Une autre question, et si on cultivait ça en serre? Alors pourquoi on a fait ça? Simplement parce qu'on nous a dit, dans les bouquins, c'est noté, il y a toujours des bêtises dans les bouquins, c'est ce que tu rappelais, c'est que les fibres, c'est les muscles des plantes. Et donc, si vous ne faites pas de sport, vous êtes tout mou, vous n'avez pas de muscles, si vous faites du sport, vous êtes... Donc, on nous a dit, si vous cultivez en serre, ça ne marche pas. Vous n'aurez pas de fibres. Donc, on a fait ça.
eh ben, ça marche plutôt bien, simplement que la hauteur de la plante, pour une histoire de thigmomorphogénèse, la plante fait 1,20 m maximum dans le champ, et la même en serre, la C1, celle-là faisait 1,47 m, je crois, et à côté, il y en avait d'autres qui étaient à 1,80 m. Alors on s'est dit, on va démonter tout ça, on va regarder si les longueurs de fibres sont identiques, si le nombre de fibres est identique, il y a entre 20 000 et 40 000 fibres dans les plantes, donc il faut faire un peu de stats. Et est-ce que les propriétés mécaniques changent? Alors on voit quand même que plus la plante est haute, plus le diamètre est faible. Cette plante très haute ne survivrait pas au milieu, dans le vent, évidemment. Et puis on a montré que tout compte fait, les propriétés sont complètement identiques, les longueurs et le nombre de fibres est identique, simplement le faisceau est beaucoup plus allongé. Donc ça change un petit peu notre regard, notre perception sur cette notion de thigmomorphogénèse ou de la relation avec le soleil. Alors après, les questions de bête, c'est de dire il y a de l'eau. Mais de l'eau absorbée dans les parois, pour les plasturgistes, ça leur fait peur, parce qu'il y a un cycle thermique. Et donc, si j'introduis de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas en train de créer des porosités dans mon matériau? Et puis, si j'enlève cette eau, est-ce que je ne modifie pas les propriétés des parois? Vous avez ici des fibres qui ont 8% d'eau. J'ai fait un petit nœud, là, vous voyez, un mécanisme d'endommagement par microflambage dans la phase en compression, et dans la phase de traction, phase en traction avec le coefficient de Poisson, une ouverture qu'on voit très bien de la paroi primaire. Si j'impose 12 heures à 100 degrés, vous voyez que quand je fais un nœud, j'ai une rupture complète de la structure. L'eau est un plastifiant de cette paroi cellulaire et joue un rôle de cohésion très très important. Alors après, c'est comment on passe de la plante au composite. C'est est-ce que je modifie ces fibres? C'est des faisceaux, d'accord, je les retrouve ici, mais je ne veux pas les retrouver dans ma matière plastique. Mon composite, c'est ça. C'est des fibres élémentaires dispersées dans un polymère avec un mécanisme d'endommagement très précis. Vous voyez que des ruptures de fibres, de matrices, d'interface et des mécanismes de déchaussement. Il faut que j'arrache des fibres. Autrement, les avions ne voleraient pas et les arbres ne tiendraient pas debout. Alors, on peut le mettre en évidence, et tout compte fait, la rupture d'un matériau, c'est l'apparition de surface. Mais tout compte fait, je suis en train de faire un composite avec des fibres elles-mêmes composites, constituées d'empilements eux-mêmes renforcés par des fibrilles et tout. Et on voit ce mécanisme de propagation de fissures ici. Ça, c'est le modèle classique. Mais si je prends ma fibre de lin, vous voyez aussi des ruptures. Alors là, c'est une rupture, sans doute, entre la paroi primaire et la paroi secondaire. C'est-à-dire que j'ai une capacité de dissiper de l'énergie en créant des dommages à différentes échelles. Je rentre sur cette notion de matériaux hiérarchiques qui nous intéresse beaucoup pour demain. Alors, si je vais un petit peu plus loin, la question de fond, d'accord, il y a des éléments très costauds, mais où sont les interfaces? Alors déjà, je disperse ou pas? Est-ce que je m'intéresse au collage du faisceau dans la matrice ou du collage des fibres entre elles? Alors comment ça se passe? Vous avez des lamelles mitoyennes, et si je regarde, j'ai une fibre, la paroi primaire, la paroi secondaire, une lamelle mitoyenne. Ici, j'ai des pectines, et dans les angles, j'ai des jonctions cellulaires avec des pactaques de calcium. Donc des liaisons qui sont fortes. Donc la logique, il faut les endommager pour extraire ces fibres. Donc là, évidemment, c'est un sujet très intéressant. Et puis après, on va décomposer en se disant, vous voyez, vous avez une fibre qui a été gonflée, on voit des couches circonférentielles. Donc est-ce que c'est la cohésion entre les parois, entre les couches, ou aller à cette échelle, les nanofibrilles de cellulose? Donc il y a des interfaces, et la grande question, c'est quoi l'interface pertinente? Alors, comme dans les composites, on est toujours dans une logique multi-échelle, avec est-ce que mon bateau a des bonnes propriétés mécaniques parce que j'ai superposé des couches qui sont... Est-ce que c'est un problème de mésostructure, de distribution des fibres dans la matrice, avec ici des zones riches en fibres, riches en matrices et des défauts, des problèmes d'adhérence, d'interface ou d'interphase, après tout, est-ce que c'est pas ça que je dois créer sur une couche qui n'a ni les propriétés du renfort ni de la matrice? Et puis je change d'échelle, vous voyez ici une rupture d'une fibre de lin. Alors dans la zone de rupture, les fibrilles étaient à 10 degrés. Il y a eu un mécanisme de réorganisation locale. Vous les voyez dans l'axe de la fibre. Alors, ce qu'on voit ici, ce n'est pas des fibrilles de cellulose, évidemment. Ce sont des macrofibrilles, ce sont des assemblages. Ce mécanisme de réorganisation, et on voit que la rupture de ce matériau, de cette fibre elle-même, est tout à fait comparable à un composite unidirectionnel classique. Alors, juste pour conclure, je ne sais pas si je suis dans les temps, je vous dis que... Ça va? Bon. Que je m'intéressais aux arts plastiques, et tout compte fait, je trouve que c'est un des moyens de voir le monde différemment. J'espère que vous êtes sensible à ça. Puis de temps en temps, vous tombez sur une œuvre d'art et vous restez scotché, et puis vous partez avec ce sac à dos que vous gardez en vie. Moi, ce travail de Pennon, au début, je ne le comprenais pas trop. Je l'ai vu pour la première fois à la tête galerie à Londres.
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est quelqu'un qui a une culture au départ, il devait être paysagiste, ou il coupait des arbres, et puis il s'est révélé en disant qu'il pouvait faire autre chose que de les flinguer avec une tronçonneuse et de récupérer des morceaux. Il démonte, et on retrouve dans la partie centrale, voilà, le début de l'histoire de l'arbre. Alors pourquoi c'est intéressant? D'abord parce qu'il met en évidence qu'il y a des couches, qui montre qu'il y a des liaisons entre ces branches et le tronc. Et ça, c'est très intéressant. C'est comment organiser ces structures naturelles. Parce qu'on pourrait peut-être s'en inspirer pour créer des liaisons, hein, des assemblages, des structures. Donc en termes de modèle, c'est très intéressant. Mais s'il a réussi à démonter ça aussi facilement après, c'est que ce sont des branches mortes. L'arbre a considéré qu'il n'y a plus besoin de photosynthèse, il supprime la branche reste là, le tronc se développe, et à ce moment-là, le tronc se développe en adhérant sur de l'écorce. Donc vous avez tous vu des planches, et vous avez le nœud qui part facilement, là, des planches de sapin. Bon, c'est ce mécanisme-là. C'est hyper intéressant de se dire qu'il nous montre quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vu autrement. Alors, les questions scientifiques, elles sont très larges. Vous voyez que moi, au début, je fais de la mécanique et je suis obligé d'aller dans les champs. Je ne suis pas du tout un agriculteur, évidemment. Alors, on s'amuse à stresser des plantes et cultiver les plants dans des pots, coucher les pots pour voir comment les plantes se redressent. Enfin, voilà, on se pose des tas de questions. Mais il y a la question du patrimoine génétique, des conditions de croissance, une question de fond pour demain. On plante les graines au printemps ou on les plante en hiver? Est-ce que la logique de demain, compte tenu du changement climatique, c'est de réinventer un autre modèle d'agriculture et de mettre des graines beaucoup plus tôt en terre, en novembre, de laisser passer l'hiver et les laisser partir? Nous avons des variétés de lin d'hiver qui commencent à être testées avec des résultats plus ou moins corrects. Mais dans le plus ou moins correct, il y a quand même l'être humain, l'agriculteur, qui y croit et qui n'y croit pas. La notion de croyance est très importante encore dans ce domaine-là. Donc la question du développement de ces plantes, quels sont les polysaccharides, ou quels sont les constituants qui sont créés, comment ça s'organise à l'échelle des parois, est-ce qu'il faut que je traite ou pas ces fibres? Moi, je ne suis pas trop d'accord pour les traiter parce qu'on va perdre une partie de leur potentiel de biodégradation. Est-ce qu'il faut les démonter pour les faire des nanocelluloses? Je trouve ça dommage. Après tout, on a un super composite, il y a d'autres ressources végétales pour faire ça. Comment ça se passe en termes d'adhérence? Qu'est-ce qui se passe pendant la transformation? Comment ça vieillit? Après tout, les gens me disent, mais oui, mais c'est catastrophique, c'est biodégradable. Si ça tombe dans l'eau, c'est fichu. Ben ouais, on n'a jamais été capable de faire un bateau en bois. Et puis votre chemise, j'espère que vous l'avez de temps en temps. Donc on est capable quand même d'imposer des cycles hydriques. Enfin, moi, je fais ça. Peut-être pas tout le monde. Hein. Et des questions de cycle de vie, après tout, moi, je trouve que si on pouvait réduire notre empreinte, ça serait pas mal. De fin de vie, est-ce qu'on doit développer des voies de biocompostage? On est capable aussi beaucoup de travailler sur le recyclage pour des pièces automobiles. Les joints de portière, là, le système qu'on ne voit jamais sauf quand ça fuit. Avant, c'était des caoutchoucs vulcanisés. On est passé des thermoplastiques. Il y avait des épingles métalliques. On a supprimé tout ça. On a mis du polypro avec du chanvre. Gain très intéressant en termes de productivité. On est capable de recycler industriellement 2 cycles. En labo, 7 cycles. Donc, tout compte fait, on a de la matière qui va durer 14 ans sur une voiture, durée de moyenne d'une voiture. 2 cycles, 28 ans. En labo, je dis 7 cycles, 7 fois 14 ans. Vous voyez qu'on imagine des scénarios où on n'est peut-être pas obligé de détruire, de garder tous ces matériaux plus longtemps. Et puis, il y a ce côté philosophique sur lequel j'ai un petit peu insisté, qui est de dire, ça nous amène à d'autres manières de penser. Ce n'est pas simplement utiliser des fibres végétales, c'est beaucoup plus complexe. Et on peut imaginer des choses extraordinaires pour demain. Ce mâle d'éolienne est tombé pour un problème d'instabilité, voilà, il y a un petit problème, et il ne va pas se redresser, c'est mort. Sauf que si je suis une plante, j'ai un mécanisme de cicatrisation, j'ai un mécanisme de redressement, gravitropisme, et j'ai en plus des mécanismes très intéressants où la plante va se renforcer là où il y a des surcontraintes. Là, vous êtes en Nouvelle-Calédonie, c'est un banyan, vous avez ici des surcontraintes sur les racines, vous avez du bois qui va se développer à cet endroit-là. C'est remarquable. Et puis vous êtes à Crozon, ici vous avez la forme de l'arbre, c'est ce qu'on appelle la thymophoregenèse. Je ne vous dis pas quelle est la direction du vent, mais il y a un phénomène d'adaptation. Donc si on était capable d'introduire les notions de cicatrisation, de redressement, de réparation et de renforcement local, ça serait extraordinaire. Alors on est à l'âge de pierre hein, sur le produit industriel, on s'intéresse juste à la cicatrisation en introduisant des réseaux qui sont proches des systèmes vasculaires des plantes. Mais c'est un peu du bas de gamme. Pour terminer, le linceul, vous voyez, il y a un certain nombre de mots qui sont issus de ces plantes qu'on a dans notre vocabulaire. C'est vraiment une civilisation. Voilà. 40 000 essais, moi je trouve que c'est d'une intelligence remarquable. Il y a vraiment
c'est pas des graines, quoi. C'est plus compliqué que ça. Et donc ça, c'est merveilleux. Et juste pour terminer, parce que j'aime beaucoup Talquat, qui a travaillé sur un champ de colza. Alors je sais pas si vous connaissez ce peintre, tout le monde me dit c'est imbitable, mais moi je trouve ça passionnant. Et il a travaillé avec des couches de peinture en refaisant, en construisant les saisons. Tout compte fait, c'est pas la couleur qui est important, c'est la matière de la couleur. Merci pour votre attention.